Mesdames, Messieurs, cher public, bienvenue à cette nouvelle rencontre littéraire qui vous est proposée par la communauté israélite de Genève en partenariat avec l'ECUJ, en collaboration avec l'ambassade d'Israël à Berne. J'en profite pour saluer la présence de son Excellence Monsieur Jacob Keïdar, ambassadeur auprès de l'ambassade d'Israël à Berne. Nous avons le grand plaisir, comme vous le savez, d'accueillir ce soir l'écrivain israélien Etgar Keret. Nous le remercions d'avoir accepté notre invitation. Et je passe sans plus tarder la parole à Gad Ibgi, directeur de l'ECUJ. Merci. Merci Anita. Oui, effectivement, nous avons la joie d'accueillir Etgar Keret. Bien que nous vivions en France et en Suisse dans un nouvel espoir de voir enfin le bout du tunnel de cette pandémie qui rythme notre vie depuis un an, nous vous accueillons, Etgar Keret, dans cet espace virtuel, mais qui continue à nous éclairer, à nous rapprocher où que nous soyons. Nous sommes ravis d'organiser cet événement avec nos amis de la communauté israélite de Genève et Anita Khalash, avec qui j'ai plaisir à coopérer. Je remercie évidemment le soutien de l'ambassade d'Israël à Berne, en Suisse. Cette rencontre avec vous, Etgar Keret, qui est l'une des figures majeures du monde culturel et littéraire israélien, est emblématique de ce qu'est l'ECUJ, qui, en plus d'être un lieu de promotion des cultures juives dans toute leur diversité, veut y valoriser particulièrement la culture israélienne à Paris. Et cela commence par la langue. L'ECUJ est aussi le premier Ulpan en Europe, un centre de formation à l'hébreu où nous formons chaque année des centaines d'élèves qui apprennent non seulement à parler l'hébreu, mais aussi à découvrir la culture israélienne et ses multiples facettes, sa littérature et même l'art et aussi la cuisine israélienne. Aujourd'hui, nous écoute donc ceux qui vous comprennent et vous lisent en hébreu dans le texte et ceux qui ont besoin d'une traduction qui leur sera offerte ce soir par Michel Zlotowski, que je remercie d'être avec nous. Il vous suffit d'ailleurs, à vous qui nous regardez, de sélectionner l'option interprétation en français pour bénéficier de la traduction simultanée de Michel Zlotowski. Je vais maintenant donner la parole à Esther Lenman qui organise et anime les rencontres littéraires de l'ECUJ et je veux la remercier pour les merveilleux rendez-vous qu'elle nous offre depuis 2 ans, maintenant presque 3 ans à l'ECUJ, dont cette fin de saison en apothéose avec vous, cher Etgar Keret. Belle soirée à vous tous. Merci, bonsoir Etgar Keret, shalom. Bonsoir. Ça va être un plaisir de vous écouter en hébreu et je vais répéter les remerciements. On termine avec les remerciements. Je voulais juste remercier Michel Zlotowski, grâce à qui on peut vous écouter en hébreu. Michel Zlotowski qui est vraiment la Rolls-Royce de la traduction d'hébreu en français, de l'anglais en français, du yiddish en français, du polonais en français, enfin... You name it, faites la liste, vous rayez les langues qu'il ne connaît pas. Je voulais aussi en profiter pour remercier Jérémy Seban, notre réalisateur, qui fait que cette soirée est possible et que nos auditeurs, téléspectateurs, spectateurs peuvent la suivre. Etgar Keret, c'est une tradition dans nos rencontres littéraires. On commence toujours par un petit portrait de notre invité. Et je vais donc, en quelques lignes, essayer de vous résumer, et c'est très difficile, parce que vous êtes un personnage complexe. Alors, je vais commencer par la partie facile. Vous êtes un auteur extraordinairement populaire. Vous êtes traduit en plus de 25 langues, vous êtes publié dans plus de 40 pays. Votre fiche Wikipédia, on peut la lire en 32 langues différentes, ce qui est quand même un record. Vous êtes aussi un auteur reconnu. 46. Pardon, 46 langues. Je suis traduit en 46 langues. Vous êtes traduit en 46 langues. Je corrige, je m'excuse. 46 langues, c'est encore plus que ce que je pensais. Vous savez, c'est comme McDonald's, ça change à chaque instant. Hein. Bon, et alors, l'autre particularité, c'est que souvent les auteurs populaires ne sont pas des auteurs reconnus. Vous êtes les deux.
Par exemple, votre dernier livre, Incident au fond de la galaxie, a reçu le plus grand prix littéraire israélien, le prix Sapir. Et là, on arrive à la complexité du personnage, parce que le prix Sapir offre, entre autres, une bourse de traduction. L'auteur peut choisir de faire traduire son livre dans la langue de son choix. Et vous avez choisi le yiddish. Ça n'était jamais arrivé depuis la création du prix Sapir en 20 ans. Et on va revenir, évidemment, je vous demanderai pourquoi vous avez fait ce choix. Alors, rapidement, vous êtes né à Ramat Gan en 67, 2 mois et demi après la guerre des 6 jours. Vous êtes le 3e enfant d'une famille avec un frère aîné, une sœur aînée, une famille qui a été créée par des parents qui ont tous les deux survécu à la guerre en Europe, de survivants de la Shoah. Votre mère, quand elle était enfant, a réussi à s'échapper du ghetto de Varsovie. Votre père a passé des mois dans un trou, dans une ferme. Caché pendant des mois. Vous avez commencé à écrire à l'armée et la suite, bon, on la connaît, 10 livres en hébreu, 8 traduits en français, donc le dernier, je le disais, Incident au fond de la galaxie, je vais le montrer, paru l'année dernière chez l'Olivier, votre nouvel éditeur. Vous avez aussi écrit des BD, des films, notamment Les Méduses avec votre femme, la réalisatrice Shira Geffen, qui a à l'époque reçu la Caméra d'Or à Cannes, on était en 2007. Alors, une autre collaboration familiale avec laquelle les Français sont familiers, c'est une série sur Arte, L'Agent immobilier, que vous avez donc écrit avec votre femme, principal acteur Mathieu Amalric, et dans laquelle vous avez joué, votre fils a joué, votre frère a joué, là aussi on va revenir. Une dernière chose, je voudrais parler d'une de vos dernières créations, un vidéoclip sur le confinement, un vidéoclip qu'on verra intégralement à la fin de cet entretien, dont on verra dans un instant un petit extrait. Mais avant, je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait, quand une idée vous vient, que vous décidez d'en faire un film, d'en faire une nouvelle, d'en faire une BD, d'en faire éventuellement autre chose? La vérité, en fait, c'est que l'écriture, c'est la chose la plus intuitive. Pour moi, le plus simple, c'est d'écrire un livre. C'est immédiat. Mais le côté magique de la télé, du film, de la BD, c'est la possibilité de collaborer avec quelqu'un d'autre. Véritablement, on va voir le clip, l'extérieur. Et cette conception du monde, c'est une conception du monde à laquelle je n'aurais pas pu arriver tout seul, seulement avec le graphiste avec qui j'ai travaillé dessus. Et alors, est-ce qu'il faut rester à l'intérieur, il faut rester à l'intérieur de la boîte ou sortir vers le monde et avoir un dialogue créateur, que ce soit avec ma femme ou avec toute autre personne, Mathieu Amalric par exemple, et ensemble créer comme un enfant qui a besoin des 2 parents pour vivre. Mais là, l'idée du clip, par exemple, elle est venue de vous ou quelqu'un vous l'a apportée? Non, l'histoire, c'est que ce clip est basé sur une histoire, sur un récit qui a été publié dans le New York Times. Je l'ai publié, en fait, une semaine après qu'Israël soit sorti du premier lockdown, du premier confinement. Et donc, c'était la première rencontre avec des gens à l'extérieur. Et quand Inbal Pinto a vu ce texte, la chorégraphe, elle s'est enthousiasmée pour cette histoire. Elle voulait travailler avec moi déjà depuis longtemps. Et prenons cette histoire qui est très psychologique, très à l'intérieur de l'esprit, et prenons cela, menons-le au monde entier. Et faisons de cela quelque chose comme une légende de la corona, du coronavirus, comme Alice au Coronaland, par exemple. Un truc surréaliste, même si c'était très réaliste finalement, et l'amener vers un territoire comme un conte des frères Grimm, comme une petite maison quelque part dans la forêt, et puis il y a une menace à l'extérieur qu'on ne peut pas voir. Et il y a quelque chose, une synthèse du monde d'Inbal et du mien.
Bon, alors on va regarder donc un petit apéritif de un petit bout de cette vidéo, la première minute, dès que Jérémy arrivera à le mettre à l'écran. Ça vous fait plaisir de le revoir? C'est agréable de le revoir à chaque fois? Oui, bien sûr, c'est très agréable. Ça me relie à une expérience exceptionnelle. Je n'ai jamais créé quelque chose en période de coronavirus. Et c'est un projet qui a été porté par l'ambassade d'Israël au Japon. Et ça a été filmé en partie en Israël, en partie au Japon. Et en fait, tout ce qui a été filmé au Japon, je l'ai dirigé grâce à WhatsApp à partir d'Israël. Et donc, la possibilité de diriger des acteurs par écran interposé, quelqu'un qui ne parle pas votre langue, ça a été une expérience qui est un film en soi. Et j'en ai appris beaucoup. Oui, en fait, c'est ça, c'est l'aspect positif de ce confinement. C'est que ça nous a tous forcés, enfin, ça a forcé beaucoup de monde à devenir créatifs, à faire des choses qu'on n'avait jamais faites, comme faire une interview avec vous ce soir sur Zoom. J'ai jamais surmonté ça. À chaque fois que je suis sur Zoom, je vois à côté de moi, j'ai l'impression que si je bouge un petit peu, eh ben, je passerai de l'autre côté du miroir en quelque sorte et je serai assis à côté de vous dans votre salon. Bon, ce serait un plaisir. Dites-moi, on va parler de livres, d'un objet plus traditionnel. Donc, je l'ai montré, votre dernier livre en français qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle « Incident au fond de la galaxie ». Une des nouvelles du livre, qui a donné le titre à ce livre, c'est un échange de mails entre le fils d'une survivante de la Shoah et le directeur d'un escape room. Alors pour les gens comme moi qui ne savaient pas ce que c'était qu'un escape room, c'est apparemment une salle où on joue à des jeux vidéo, à des jeux de rôle. Et le fils veut amener sa mère le jour, enfin ce qu'on appelle en Israël Yom HaShoah, le jour où on se souvient de la Shoah. Et évidemment, ce jour-là, l'escape room est fermé. Et comme d'habitude, sous une apparence de légèreté, vous mettez en scène en fait un sujet très sérieux qui est le décalage entre l'institutionnalisation de la mémoire de la Shoah en Israël et la position des survivants. Vous pouvez nous raconter en 2 mots, évidemment pas dévoiler la fin, mais nous raconter en 2 mots de ce que vous avez fait avec cette nouvelle? L'histoire est liée à mon enfance. Parce que quand j'étais enfant en Israël, eh ben, le jour de la Shoah était commémoré de façon absolue. C'est une journée où toutes les émissions de la télé étaient sur la Shoah, toutes les émissions de radio, c'était sur la Shoah. Les médias entiers étaient tournés vers la mémoire de la Shoah. Et en tant qu'enfant, je me souviens comment mes parents
une semaine avant, entrer en une situation de stress. Ma mère a perdu toute sa famille, on a tué sa mère et son frère sous ses yeux. C'était un traumatisme, la Shoah. Et soudain, il y avait une sorte de refoulement, en fait, pendant leur vie. Mais pendant la journée de la Shoah, on ne pouvait pas échapper à ça. Et moi, j'ai eu cette expérience de la journée de la Shoah. C'était une journée qui était là pour torturer les survivants de la Shoah. Je ne comprenais pas ça en tant qu'enfant. Je pensais que tout le monde savait ce qu'était la Shoah, mais mes parents se réveillaient la nuit en hurlant, en criant. Et je pensais que tous les parents de tous mes amis se réveillaient comme ça en criant la nuit. Et cette expérience en tant qu'enfant, que le jour de la Shoah, c'était un jour où les survivants ne pouvaient pas échapper à cette mémoire, eh bien, est restée avec moi même quand j'ai grandi. Parce qu'il y a une tension très rigide pendant cette journée de la Shoah. Et il faut véritablement suivre des règles extrêmement rigides. Et si vous voulez, j'ai essayé de prendre un personnage dans l'histoire qui a cette connaissance que j'avais moi en tant qu'enfant et toute cette infantilité, toute cette agressivité qui peut y avoir chez un petit enfant. Et je l'ai transformé, non pas en enfant, mais en adulte qui reste avec ce coup porté à sa personnalité et son agressivité infantile. C'est tragicomique, c'est comique aussi. L'enfant du survivant de la Shoah qui lutte pour pouvoir oublier la Shoah. Mais deux choses encore à propos de cette nouvelle. D'abord, on a l'impression que vous comprenez les points de vue des deux, puisqu'il s'agit d'un échange de mails entre cet enfant de survivante et puis le directeur de l'escape room, qui lui défend la position israélienne. Il faut respecter ce jour-là. Et on a le sentiment que vous avez de l'empathie pour vos deux personnages. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, comme ça vous répondrez aux deux en même temps. Vous avez choisi une forme surprenante. Vous avez découpé votre nouvelle, vous l'avez saucissonnée et vous l'avez mise entre plusieurs nouvelles. Donc, on ne dira pas la fin, mais pourquoi ? Pourquoi ce choix ? Je suis très heureux que vous ayez eu un peu d'empathie pour le fils de la survivante, parce que lui, c'est un peu un psychopathe. Hein. Donc, que vous puissiez vous relier à lui, ça me fait très plaisir. Oui, il n'est pas sympa. Mais bon. Mais cet éparpillement de ces parties vient du fait que je peux m'énerver et être très en colère parfois. Et mon processus, c'est plus je dis « Esther, pourquoi tu fais ça? C'est pas joli. » Et elle se retourne vers moi. « Et pourquoi? Ben, excuse-moi. » Et puis bon, je me calme. Mais quand j'écris un email colérique, eh ben, il faut attendre jusqu'à ce qu'il y ait la réponse. On dit quelque chose et puis on reçoit la réponse après que la personne destinataire l'ait lue et réponde, peut-être un jour, 2 jours après. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait deux histoires. Et dans cette histoire, il y a une tension qui vient d'un sentiment, quelque chose qui provient d'un sentiment de, comment dirais-je, moi, j'ai raison et je dois avoir raison, et ça doit se voir. Mais ces pauses sont là pour pouvoir mieux poser, en fait, les fondements de l'histoire. Et pour recréer en quelque sorte ce qui se passe en réalité. Donc vous dites l'écart de temps entre votre envoi et l'échange. Je voudrais rester dans les questions d'écriture. Bon, nous, évidemment, qui lisons vos textes en traduction, on n'a pas le sens de la langue qui est quand même la moitié du bonheur de l'écriture. Mais j'ai lu en cherchant un petit peu des articles à propos de vous, il y a eu un débat de linguistes à propos de votre langue. Quelqu'un qui disait si on vous compare votre hébreu à celui de Agnon, le vôtre manque de profondeur.
et un autre expert qui vous défend en disant que la langue de Agnon, premier grand écrivain israélien de l'époque de la création de l'État, que Agnon, c'était une langue apprise, c'était une langue un peu artificielle qui restait de l'hébreu de la diaspora, alors que vous, c'est une langue maternelle. Est-ce que ça vous concerne, ce genre de débat, ou vous trouvez ça surréaliste? Les discussions sont toujours intéressantes. En tant que juif, je ne peux pas me passer d'un bon débat. Bon. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans l'écriture hébraïque, il y a une utilisation d'un registre élevé de la langue. Pour quelle raison? Tout créateur qui écrit dans une langue, il regarde les livres qui sont sur l'étagère, les livres des grands du siècle. Quand un Français écrit, ben, il y a toujours l'ombre de Proust, de Flaubert, mais il ne peut pas s'en échapper. Et quand on écrit en hébreu, cette ombre n'est pas l'ombre de grands auteurs israéliens, mais celle de la Bible. On écrit à l'ombre de la Bible. Et l'écrivain, l'auteur qui a écrit la Bible, qui a écrit la Bible? Quelle ombre était portée sur lui? C'est l'ombre de celui ou de celle qui a créé ce monde, qui a créé ce peuple. Et donc la relation, cette ombre très très pesante de la Bible exige que ce texte soit, comment dire, saint déjà, saint S-A-I-N-T, écrit dans une langue qui soit une langue sacrée et pas une langue profane. Moi, en tant que personne qui a grandi en Israël, quelqu'un pour qui les héros littéraires ne sont pas obligatoirement des écrivains israéliens, mais de la diaspora, Shalom Aleichem, Bashevish Singer, qui parlait une langue parlée, le yiddish. J'ai cherché ces manques, par exemple, qu'il y avait dans cette langue pour pouvoir écrire quelque chose sur notre société. Parce que quelqu'un qui lit de la littérature hébraïque israélienne, écrit dans une langue d'un très haut niveau, peut se rattacher à une certaine culture, d'accord. Mais quelqu'un qui écrit en hébreu parlé capture mieux l'histoire paradoxale du pays et du peuple. Parce qu'en fait, nous sommes un peuple ancien, mais un pays extrêmement jeune. Et ce mélange se retrouve dans la langue. La langue parlée israélienne, c'est comme un dinosaure qui conduit une Tesla. C'est quelque chose qui ne va pas ensemble, mais c'est comme ça. Celui qui écrit en hébreu, elle existait en langue écrite seulement pendant 2000 ans. Les gens n'ont pas parlé la langue, ils la lisaient. La raison pour laquelle ils ne l'utilisaient pas, c'est parce qu'elle était une langue sacrée. Et les gens pensaient qu'on ne pouvait pas demander où étaient les toilettes dans la langue de la Bible. Ou ils ne pouvaient pas, par exemple, utiliser l'hébreu pour des choses triviales. C'est la raison pour laquelle ils utilisaient d'autres langues, l'allemand, le yiddish, pour parler l'un à l'autre. Et en fait, cette langue, l'hébreu, était comme une langue de musée. Et donc, ce qui s'est passé dans la société israélienne, à un point de l'histoire, les gens ont commencé à parler cette langue ancienne et ont créé des choses très extraordinaires. Parce qu'on parle une langue qui s'est conservée dans son entièreté. Si Abraham, notre père, ou Isaac arrivait à Tel Aviv aujourd'hui, dans la rue, il pourrait parler avec n'importe qui, avec n'importe quel passant. Ils comprendraient parfaitement ce qu'ils veulent. Non, mais écoutez, ils pourraient le comprendre beaucoup mieux. Je ne suis pas sûr qu'ils comprendraient tout. D'accord, pas tout, mais ils comprendront le sens, ils comprendront beaucoup mieux de ce que Shakespeare pourrait comprendre de l'anglais d'aujourd'hui. Parce qu'en fait,
la construction de la langue, les verbes, les adjectifs, les racines restent les mêmes. Qu'est-ce qui a changé? Les gens ont commencé à parler cette langue. Eh bien, il leur manquait 2000 années de mots nouveaux. Comment décrire, par exemple, décrire une voiture, les vitesses, le téléphone, une plaque de gaz, etc., etc. Donc, c'était créé au fil du temps de façon organique. Mais là, comme cette langue a été renée, il y avait un besoin pour être compris et se connecter les uns aux autres, de changer la langue en 24 heures. Et ça a été fait avec un apport de langues diverses. Et c'est comme ça qu'on a créé ce dinosaure qui conduit une Tesla, parce que l'hébreu, c'est effectivement un dinosaure, mais avec beaucoup, beaucoup de pièces modernes qui y sont attachées. Et cette tension entre le moderne et l'antique crée quelque chose qui est exceptionnel entre les racines anciennes et quelque chose d'une langue moderne qui cherche sa voix. Je voudrais citer un autre romancier, grand romancier israélien qu'on a eu la chance et le plaisir de recevoir ici, c'est David Grossman. À propos de l'hébreu et de l'hébreu moderne, il disait « L'hébreu moderne se construit, se fabrique à l'armée, avec un mélange d'argot, un mélange de mots arabes. » Est-ce que vous êtes d'accord avec lui là-dessus? Et est-ce que c'est cet hébreu-là que vous... Dans mon cas, l'hébreu moderne a été créé de mes parents. Lorsque mes parents voulaient acheter quelque chose, ils ne trouvaient pas le bon mot. Ils disaient à la vendeuse le mot en yiddish, en russe, en polonais, et les gens comprenaient. Et puis après, plus personne ne comprenait l'origine du mot. Par exemple, dougri. Dougri est un mot qui signifie la personnalité. Je vous dis quelque chose, dougri, ça veut dire je vous le dis en face à face. Ben, dougri, c'est une chose que toute personne en Israël qui parle hébreu l'utilise. Mais très peu de gens ne savent d'où ça vient ce mot. Alors? Eh bien, c'est un mot turc à l'origine. Ah bon? Et elle a été reçue dans la langue, comme d'autres mots. Des gens issus de pays arabes utilisaient des mots comme balagan et d'autres mots du yiddish. Et des gens qui sont venus de l'Europe, ils ont utilisé des mots comme akhla, ahlan, sababa, qui venaient de l'arabe. C'était quelque chose qui a été, cette langue, l'hébreu, qui a été très, très préservée, et puis c'était jeté dans un terrain extraordinairement ouvert. Donc c'est quelque chose entre le traditionnalisme et le cosmopolitisme. Et c'est l'histoire de ce pays. Si je veux donner un exemple, c'est comme Jérusalem et Tel Aviv. Jérusalem, c'est la langue ancienne qu'on a pris de la Bible, et Tel Aviv, en fait, c'est tous les ajouts, les changements qu'on a créés. Et si on revient à la base de cette langue qui était moins riche, j'ai rencontré Meir Shalev, l'écrivain, qui était un des spécialistes, les plus grands spécialistes de l'hébreu. Et Meir Shalev m'a dit, sache que toi, tu es le seul écrivain que je lis. Je vais sur l'Internet pour comprendre les mots que je ne comprends pas. Parce que tu utilises tellement d'argot et toi, tu enrichis notre langue. De son point de vue, il a dit, cette langue, eh bien, m'amène à des endroits que je ne connais pas. C'était une langue moins formelle, mais je ne pense pas qu'elle soit creuse. Non, il y a simplement des choses additionnelles que d'autres écrivains avant moi n'ont pas utilisées. Je voudrais faire une comparaison avec la France, par exemple. Il y a aussi évidemment une langue de la rue qu'on retrouve beaucoup dans la musique, dans le rap, dans les choses comme ça, et qui provoque des réactions de tension. Il y a vraiment comme s'il y avait plusieurs niveaux de langue. Est-ce que c'est la même chose en Israël? Et est-ce que vous vous situez clairement dans l'espace de la langue de la rue alors? Bien, la langue de la rue
en hébreu, elle est en grande partie biblique. C'est ce que j'aime. C'est faire ce lien entre l'élevé et le bas dans la langue. Dans les trucs que j'ai écrits pour la télé, il y a un gars qui rencontre Dieu. Et quand il rencontre Dieu, il lui dit Rachum Alek. Hein, salut, salut mon pote, quoi, grosso modo. On peut avoir une citation de la Bible et un mot d'argot qui est parmi les plus vulgaires. C'est un mot en arabe, mais dans la rue, les gens l'utilisent aussi. J'aime bien créer, si on veut, ce petit train des montagnes qui passent des sommets au plus bas des vallées et de réunir les deux dans une seule phrase. Je voudrais qu'on parle un peu de vous et de votre position qui est quand même assez spéciale. Vous le disiez tout à l'heure, que vous êtes traduit en 46 langues. Alors, il y a l'arabe évidemment, il y a le chinois, il y a le coréen, il y a le polonais, il y a le turc. C'est sorti il y a quelques mois, un de vos bouquins est sorti en Irak en kurde. Vous donnez des conférences partout, vous donnez des interviews partout. Je suis tombée sur une interview que vous donniez à une télévision turque. Il n'y a pas beaucoup d'Israéliens qui ont cet écho dans le monde entier et dans des pays où les Israéliens ne sont pas toujours les bienvenus. En même temps, il y a quelque temps, vous avez reçu un prix aux États-Unis, le prix Charles Bronfman, qui est attribué à quelqu'un qui fait vivre les valeurs juives. Et à ce moment-là, vous avez été attaqué par un site de droite américain qui vous qualifie d'auteur anti-israélien. Donc vous êtes dans une position étrange. Vous êtes à la fois une espèce de porte-voix, d'ambassadeur, et puis pour d'autres, vous êtes anti-israélien, vous êtes l'ennemi de votre propre pays. Ça va, ça vous dérange pas, vous le portez facilement? Bah oui, ça m'ennuie. J'aurais été content si tout le monde était d'accord et tout le monde m'aimait. Mais bon, ça m'aurait fait une vie beaucoup plus facile. Mais une vie extrêmement enquiquinante, ennuyeuse. Et je pense qu'il y a une discussion, un débat fondamental qui existe aussi en Israël et entre Israël et la diaspora en ce qui concerne la critique vis-à-vis de l'État d'Israël. Moi, j'ai grandi dans une famille polonaise, avec des codes polonais, entre guillemets. Et on ne critique que ce qui vous est important. Si le voisin est sous et roule sur les escaliers, on ne dit rien parce que c'est son problème. Mais si c'est ton frère qui est sous, à ce moment-là, on dit quelque chose parce que ça vous est important. La critique est inhérente à la culture juive et israélienne. Dans la Bible, il y a beaucoup de juifs qui se plaignent et qui critiquent Dieu. Nous sommes dans une culture qui n'a pas peur des débats et qui voit une sorte de force dans le débat. Donc, moi, je pense que je vois qu'il y a du côté de la droite une exigence de fidélité au-delà de la rationalité. Tout cela, ce sont des choses qui me menacent en raison de mon histoire familiale. Je sais que dans une société critique où on se débat, il est beaucoup plus difficile de faire des choses horribles plutôt que dans une société qui se réunit autour d'une idée unique. Et moi, je dois dire que ce genre de critique, je la reçoit beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur, beaucoup plus de la diaspora que d'Israël. Je sens que le judaïsme américain a un sentiment de culpabilité immense. Il y en a un qui est, par exemple, les gens qui ont émigré d'Europe. Il y en a une partie qui sont allés aux États-Unis, une autre partie qui sont allés en Israël. Ceux qui sont allés aux États-Unis, ils sont riches, en sécurité. Et ceux qui sont en Israël, leurs enfants sont à l'armée pour l'instant. Et ils sont beaucoup plus pauvres.
Et donc les Américains ont un sentiment de culpabilité, juifs américains. Et moi, je dis la chose différente. Eh bien, si ça vous intéresse, si ça vous est important Israël, alors critiquez. Et sinon, ben, on sera dans un pays comme l'Iran ou la Corée où on ne peut pas critiquer. Nous, on veut beaucoup plus être du côté de la France, où on peut critiquer, que ce soit agréable ou que ce ne soit pas agréable. Et la raison pour laquelle j'écris des textes politiques et que je m'exprime en politique, c'est parce que ce pays m'est important. Je n'aime pas écrire de textes politiques. J'adore écrire des romans, des histoires, des nouvelles. J'aime être aimé de tous. Je n'aime pas utiliser une langue de façon réductrice et fonctionnelle pour écrire un texte qui dise interdit de faire ceci, il faut faire comme ça. Non. La langue, pour moi, c'est écrire une histoire, une nouvelle. C'est comme voler en l'air. Écrire un texte politique, c'est comme faire la vaisselle et jeter la poubelle. Non, c'est pas de l'art, c'est pas de la philosophie. Et c'est simplement pour venir dire, c'est ma maison, je l'aime. Et j'aimerais que cette maison soit aussi bien que possible. Alors, à propos de votre maison, vous avez un nouveau gouvernement qui va d'un Premier ministre qui porte une kippa, qui est un juif religieux en faveur des colonies, jusqu'à un islamiste, un parti arabe islamiste, pas seulement un parti arabe, mais un parti arabe proche des frères musulmans. Au milieu, vous avez Yair Lapid, un ministre qui a toujours été le représentant de ce que vous appeliez Tel Aviv tout à l'heure, cette espèce de société israélienne laïque. C'est un peu un gouvernement qui pourrait sortir d'une de vos nouvelles, non ? C'est un gouvernement qui a été créé d'un besoin grave, d'un manque. Et l'absurde de ce gouvernement, l'extrémisme de ce gouvernement, ça donne simplement la taille du besoin qu'il y avait, avec une conception du monde, que des gens d'une conception du monde tellement différente décident de se mettre ensemble. C'est qu'il y avait une urgence fondamentale. Par exemple, il y a l'Euro de football, hein, et donc même des gens qui jouent dans des équipes véritablement opposées ont des règles communes. C'est respecter les règles du jeu, parce que s'il n'y a pas de règles du jeu, il n'y a rien. Et je pense que lorsque des joueurs de camps opposés disent qu'on veut jouer selon, ou on ne veut plus jouer selon les règles, alors à ce moment-là, on est en grand danger. Là, vous parlez de Bibi, vous parlez de Netanyahou. De mon point de vue, Bibi, j'ai rien de personnel envers lui. Mais si on regarde les deux groupes, le gouvernement et l'opposition, ce qui réunit toute l'opposition, peu importe si c'est le Likoud, Bibi ou les religieux, ou Smotrich avec les religieux orthodoxes, la démocratie, c'est quelque chose d'important, mais il y a quelque chose de plus important. Ça peut être Dieu, ça peut être la sainteté de la terre, et ça peut être quelqu'un qu'on appelle Benjamin Netanyahu. Mais eux, ils disent que les valeurs sont valables jusqu'au point où il y a quelque chose de supérieur aux valeurs. Et tous les autres partis, gauche, droite, juifs, arabes, luttent sur un lieu où les valeurs sont absolues. Et il n'y a rien de supérieur aux valeurs. On ne pardonne pas à quelqu'un, quelles que soient ses valeurs, s'il contrevient aux règles et aux lois. On ne fait pas, on n'accepte pas de ne pas se vacciner parce qu'un rabbin le dit, etc., etc. Cette lutte n'est pas une lutte politique, et c'est une lutte de valeurs. Et moi, mon côté, il est clair. Au-delà de tout ce à quoi je crois, si le jeu démocratique, si la règle de droit, s'il faut respecter les corps gouvernementaux, la police, la justice, les professionnels du ministère des Affaires étrangères, si on renonce
à ça, on mettra le pied dans le régime du chaos. Parce que le chaos, certains le veulent, parce que certains pensent que si on rentre dans le chaos, eh ben, ça va créer quelque chose de radical qui va amener à l'apocalypse et à la création d'un État soumis à la halakha, où on pourra reconstruire le troisième temple. Bien non. Moi, je suis en faveur de règles communes. Et moi, je lutte pour qu'on travaille tous selon les mêmes règles, que vous les souteniez, que vous les souteniez pas, que vous soyez pour Bibi ou pas. Mais il faut avoir des règles communes. Et là, vous pensez que cet attelage un peu hétéroclite peut tenir? Vous êtes optimiste? À vrai dire, moi, je ne comprends pas beaucoup la politique. Mais j'ai un sentiment que ce gouvernement survivra grâce aux pressions qui viennent de l'extérieur. Véritablement, la pression qui venait de l'opposition actuelle était horrible. Et les gens de l'opposition continuent à appeler Netanyahou Monsieur le Premier ministre, bien qu'il ne soit plus Premier ministre. Aussi longtemps que la droite sera plus radicale que démocratique, ce gouvernement survivra, parce que ça rappellera aux gens, à la population, que voilà, c'est le gouvernement que nous avons élu. Et ce gouvernement doit tenir suffisamment de temps pour qu'on puisse maintenir les règles du jeu et les renforcer. Et une fois qu'elles seront renforcées, elle peut se défaire et que le meilleur gagne, droite, gauche, peu importe. Moi, j'ai reconnu des gouvernements de droite par le passé, mais je n'avais pas ressenti que je ne me sentais pas véritablement dans un gouvernement qui tentait de diviser le pays en petites parties. Moi, je veux revenir vers un combat à armes égales. Mais bon, moi, je suis de gauche, je suis toujours pour le parti le plus faible, c'est comme ça. Mais il faut que ce soit quelque chose qui se fasse selon les règles démocratiques. Je voudrais vous revenir à votre travail d'artiste, travail de créateur, et parler de cette série qu'on a vue sur Arte en France, Agent immobilier. Donc, vous avez écrit le scénario avec votre épouse, Shira Geffen, Mathieu Amalric, qui est un vieux copain à vous, c'est un ami d'enfance, si j'ai bien compris. Vous jouez dans la série, vous faites jouer votre frère Nimrod, vous avez amené votre fils Lev. Enfin bref, c'est le Keret Circus qui est arrivé en ville. Est-ce que c'est parce que ça vous rassure de jouer avec des gens que vous connaissez? Est-ce que c'est parce qu'ils vous comprennent, donc vous n'avez pas besoin de perdre du temps à vous expliquer? Est-ce que c'est parce que c'est comme ça que vous fonctionnez? Point. Il n'y a pas d'analyse à faire. De mon point de vue, vous savez, la vie, c'est comme un vaudeville sans fin, comme des gens qui voyagent dans un wagon de ville en ville. Le père joue de l'harmonica, les enfants dansent, et la mère, elle fait les cymbales. C'est comme ma vie, comme ça. Et donc, c'est comme ça que je comprends les choses. Mon désir, c'est d'arriver et de rencontrer des gens, de créer des interactions et de faire passer mes sentiments. Et je pense véritablement que je fais des livres et des films comme j'écris. Eh bien, quand je mets en scène, je fais venir des gens qui ne sont pas des acteurs, des amis. Et j'espère que grâce à cette dynamique, les sentiments qui existent entre nous vont paraître à l'écran. Et cette différence entre la vie et la création va, comment dirais-je, devenir floue. Il n'y aura plus de différence. Par exemple, je raconte quelque chose sur des histoires sur des chauffeurs de taxi. Moi, ma vie, elle n'est pas comprise entre entre la page 1 et la dernière page d'un livre. Non. Lorsque un script, un scénario que j'ai écrit est mis en scène dans une langue que je ne comprends pas,
eh ben, il fallait que j'amène des gens que je connais, dont je comprends la langue. On a fait venir Yael Effet, qui avait aussi été la réalisatrice de des Méduses, que je connais bien. Et donc, il faut comprendre que Israël, ce n'est pas une société qui est politiquement correcte. Nous avons cette habitude de dire les choses directement face à face. Et quand on arrive vers la culture française, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et donc, nous avons aimé cette rencontre. Soudain, soudain qu'il y ait des acteurs français qui parlent comme des Israéliens. Et Mathieu, Mathieu Amalric, il a compris ça. Parce que des choses que des Français, par exemple, en ont l'expérience chez eux, à leur domicile, mais qui ne diraient jamais des choses comme ça en public. Des choses parfois absurdes ou grossières même, et qui n'oseraient pas dire en public. Juste une question comme ça, entre parenthèses. Vous avez fait jouer quelqu'un qui, pour ma génération, était une des stars du rock. Enfin, on a grandi avec, c'était Eddie Mitchell. Il est comment vous avez été surpris? Comment s'est passée votre relation avec lui? Il était super. Et l'histoire, c'est que derrière la distribution, en fait, c'est que on a cherché quelqu'un qui jouerait le père de Mathieu Amalric, quelqu'un qui était basé sur la personnalité de mon père, Dieu ait son âme. Et on a vu que les acteurs qui jouaient un Gil âgé ne jouaient que des rôles précis. Quand on est vieux, on joue quelqu'un qui est détruit ou un petit morceau, ou quelqu'un comme Pierre Richard, un petit vieux marrant. Mais non, moi je voulais quelque chose, quelqu'un qui soit avec beaucoup de puissance intérieure, de force, et marrant, et quelqu'un qui était comme mon papa. Et on a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un. Et quelqu'un m'a dit, au lieu de chercher un acteur, il vaut mieux chercher un rocker. Parce que même quand ils ont 70, 75, etc., ils sont beaucoup plus toniques. Et on est arrivé à Eddie Mitchell. Et on l'a rencontré. Et quelqu'un qui avale, si vous voulez, une pastille Réni avec un verre de whisky. Quelqu'un qui fume et qui dit non, j'en fume que 3 par jour. Donc voilà. Et c'est quelqu'un qui a fait revivre mon père devant mes yeux. Et la contradiction qu'il y a entre lui et Mathieu, cette névrose juive entre le père et le fils, et cette capacité d'Eddie d'être comme un roc, de se sentir naturellement, de façon nonchalante, comme s'il était le centre du monde, et que s'il tend la main, le verre va lui arriver directement, que s'il sourit, la belle femme va venir s'asseoir sur ses genoux. Je pense que c'était un personnage très intéressant, très important, parce que c'était une biographie quelque part. Et moi, quand j'ai regardé mon père, qui était un survivant de la Shoah, qui a survécu des choses extraordinaires, et la vie, pour lui, semblait facile, et pour moi, elle me semblait difficile. Pour lui, il a dit que tout lui était facile, et moi, je suis toujours en train de me poser des questions. Et cette traduction à l'écran, même avant qu'il soit à l'écran, cette opposition entre Eddie Mitchell et Mathieu Amalric, et même avant qu'on dise action, quand Eddie Mitchell regardait par la fenêtre, regardait un petit oiseau et souriait, c'était ça. Vous parlez de votre père, je voudrais vous poser juste une question sur le seul livre de non-fiction que vous ayez écrit pour l'instant, qui est 7 années de bonheur, qui est probablement l'un de vos plus grands succès. Est-ce que c'est une parenthèse? Vous avez écrit un livre autobiographique et c'est terminé? Ou est-ce que vous avez trouvé quelque chose là-dedans qui vous donne envie de poursuivre? Comme je l'ai dit précédemment,
l'écriture de textes politiques par comparaison à la fiction, je sens que la non-fiction, c'est un tiers-monde. Quand j'ai commencé à écrire, c'est me perdre dans une histoire, c'est commencer une histoire où on pense qu'on va aller dans un endroit et finalement on se retrouve dans un endroit complètement différent. Mais la réalité vous lie. On raconte une histoire qui a eu lieu. Et de ce point de vue-là, c'est comme partir en aventure et raconter à quelqu'un une aventure déjà vécue. En tant qu'auteur, ça m'est arrivé plusieurs fois de me poser la question. Et la maladie de mon père est arrivée. Quand elle est arrivée, j'ai cherché comment amener cette réalité vers une fiction, un monde ouvert. Mais il y avait quelque chose de tellement total dans sa douleur, je ne savais pas comment le traduire dans l'abstraction. Et donc, par besoin, j'ai écrit l'histoire telle qu'elle était. Et j'ai découvert, avec surprise, que même quand on connaît les histoires et qu'on les écrit, on peut découvrir quelque chose de différent, d'autre. Principalement, comme si on revient dans une scène d'un film et on peut faire tourner un petit peu la caméra et voir la réaction d'un autre personnage du film qui va simplement expliquer les réactions que vous pouvez avoir quand vous êtes un peu plus vieux, par exemple. J'ai beaucoup moins d'attraction ou d'attirance pour la non-fiction que pour la fiction. Parce que quand j'écris de la non-fiction, c'est comme si quelqu'un me regardait et me disait, non, c'est pas vous qui avez écrit l'histoire, c'est Dieu qui a écrit l'histoire ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais moi, je suis plus attiré vers la fiction qui me permet de créer. Et moi, j'ai appris à aller vers la non-fiction et trouver des outils qui me permettent de surmonter des problèmes que je ne réussis pas à surmonter dans la fiction. Je vous pose une dernière question avant de laisser la parole à travers Gad aux gens qui nous suivent. En France, le gouvernement, pour encourager les jeunes à lire, puisqu'on sait que les jeunes ne lisent pas suffisamment, il leur donne ce qu'on appelle un pass culture, c'est-à-dire de l'argent pour acheter des livres. Je crois qu'il faut avoir 18 ans et c'est une somme pas complètement insignifiante. Alors, la plupart, jusqu'à présent, ce qu'on en sait, parce que ça a démarré il y a quelques mois, c'est qu'ils se sont tous précipités pour acheter des mangas, des bandes dessinées japonaises. Alors donc, est-ce que c'est une bonne idée de donner de l'argent, que le gouvernement donne de l'argent à des jeunes pour les amener dans les librairies? Et est-ce qu'il faudrait essayer de les diriger vers des classiques ou après tout, l'important c'est qu'ils lisent? Je pense qu'il y a quelque chose dans l'expérience de la lecture elle-même. De mon point de vue, je le sens principalement quand je lis de la littérature de fiction. Et ça exige du lecteur de passer par un processus spécial. Au cinéma, tout est passif, mais quand on est en lecture, il faut imaginer la voix du narrateur. C'est vrai aussi de toute fiction, mais bon, il faut imaginer le monde du livre. Et je pense que la chose la plus importante qu'il faut respecter, c'est cette capacité d'imaginer. Et cette capacité se trouve même dans les mangas, à minima, parce que quand on lit des BD, il faut prendre le temps de comprendre chaque case, comment ça s'est passé. Il faut imaginer les voix des personnages, créer un sentiment entre des trois dimensions qui sortent de cette case de BD. Et je pense qu'il faut faire la différence entre l'outil de la lecture et ce que ça donne aux gens, du contenu qui parvient à travers la lecture. Je pense que
le fait que des jeunes ne considèrent pas les librairies comme un territoire, enfin plutôt comme un lieu extraterritorial, que personne ne leur jette des pierres ou des grenades s'ils rentrent là-bas, c'est déjà quelque chose d'important. De ce point de vue, si on obligeait quelqu'un ou tout le monde à lire Proust, eh bien, ça aurait été beaucoup moins efficace. Eh bien, moi, je dis chapeau à tous les gouvernements qui s'intéressent au fait qu'il y ait moins de gens qui lisent et qui le reconnaissent en tant que problème. C'est comme on parle du réchauffement climatique, il y a des sujets qu'on aime beaucoup, duquel on aime beaucoup se plaindre, mais qu'on n'aime pas beaucoup, dont on n'aime pas beaucoup s'occuper. Parce que ça va un petit peu plus loin, c'est des choses qui sont... Il y a des choses plus importantes, par exemple, les problèmes de santé, les problèmes de paix, etc., de sécurité. Et les gouvernements disent on s'occupera de ça plus tard. Mais là, mettre sur l'ordre du jour des choses qui sont importantes et prioritaires, eh bien, j'aimerais bien que ça soit fait aussi en Israël. Nous sommes le peuple du livre en Israël, mais les livres, il faut payer, par exemple, une TVA maximale pour acheter un livre. Ben, les légumes et les fruits, on ne paye pas de TVA. Et moi, quand je suis allé à la Knesset, j'ai dit, hé les gars, on est le peuple du livre, on n'est pas les peuples du melon. Hein, il faut que les gens soient traités correctement. C'est bien que les agriculteurs gagnent plus sur les légumes, mais quand même, j'espère que peut-être que dans ce gouvernement, quelqu'un se lèvera pour dire le rôle, ce n'est pas de se plaindre de la situation, mais d'essayer de le changer. Et ben voilà, un passe culture à l'israélienne. Edgar Keret, pour ma part, je vous remercie infiniment. Je laisse le micro à Gad Ibgi qui va vous transmettre les questions de notre public. Merci Edgar Keret. À toi, Gad. Merci, merci pour cet échange très riche dans lequel vous nous avez plongé dans cette problématique de la relation entre la langue et l'écriture. Mais je vais rebondir sur ce sujet, Edgar Keret, à propos du prix Sapir, qui est le prix littéraire le plus prestigieux en Israël, qui est doté d'une dotation relativement conséquente et que vous avez choisi d'orienter vers la traduction du yiddish. Cela mérite une explication. Il y avait deux raisons pour cette décision. La première est biographique. Mes parents, tous deux parlaient le yiddish parce qu'ils étaient sionistes. Ils ne nous ont jamais appris le yiddish en raison de leur sionisme. Mais Jigan et Schumacher, les deux comiques en yiddish, c'était ce qu'ils aimaient le plus. Et moi, en tant qu'enfant, j'écoutais les disques ou les radios, j'écoutais leurs sketchs. Et mes parents traduisaient simultanément. Et ils rigolaient. Et moi, je rigolais moins. Et mes parents me disaient, d'accord, mais en yiddish, c'est beaucoup plus drôle. Et donc, je pense que j'ai quelque chose pour cette langue où les choses sont plus drôles, même si moi, je ne peux pas la parler. Et c'est une des raisons. Et c'est, si vous voulez, un respect pour la mémoire de mes parents, cette traduction. Et les géants, mes géants de la littérature, c'était des écrivains juifs qui vivaient en Europe. Tous n'écrivaient pas en yiddish. Kafka n'écrivait pas en yiddish, mais Sholem Aleichem et Bashevis Singer, c'était un modèle alternatif du dialogue entre l'écrivain et son lecteur. Chez les écrivains en hébreu, on met l'écrivain sur un piédestal extrêmement moral
qui en sait, quelqu'un qui sait plus que l'autre. Et quand on lit Singer, on ne sent pas qu'il est plus sympa que vous, plus généreux, plus moral. Simplement quelqu'un qui a plus de problèmes que vous. Et cette perspective, c'est une perspective qui a beaucoup dirigé mon écriture. Et cette traduction en yiddish, c'est comme la fermeture d'un cercle. Ce sont des textes qui ont été écrits sous l'influence d'écrivains en langue yiddish et je rends ma littérature, mes textes, à la langue yiddish. Merci, Edgar Keret. Une question de Révital qui enseigne l'hébreu chez nous et qui est passionné de votre écriture, qui vous remercie pour votre intervention passionnante et qui vous pose une question liée à votre famille et particulièrement à votre fils Lev, votre jeune fils. Et Révital veut savoir s'il lit déjà ses premiers livres. Mon fils lit, il lit pas beaucoup. Et en fait, il y a quelque chose qui m'est très importante. Moi, j'ai grandi en aimant la littérature en raison de ma famille. Mes parents étaient des autodidactes. C'était des enfants de la guerre, donc ils n'ont jamais eu d'éducation formelle. Et mon lien à la littérature, c'était de désir et d'amour. C'était pas par éducation. Moi, j'ai commencé à lire, à 3 ans. J'ai commencé à lire à 3 ans. Et quand j'ai commencé à l'école, j'ai eu un sentiment. On parlait de l'importance de la littérature. Et quand on est enfant, il y a des nourritures qui sont appétissantes et il y a des nourritures qui sont saines. Les intéressantes et les attractives, c'est les pizzas et les saines, c'est les légumes. Et on nous disait que, allez, la littérature, c'est quelque chose qui construit votre corps, mais c'est pas appétissant. Et moi, je me suis toujours dit que ça serait pas comme ça avec mon fils. Mon fils ne reçoit pas des prix parce qu'il lit et il ne reçoit pas des punitions s'il ne lit pas, mais j'espère toujours et j'essaie toujours de lui faire sentir le désir et le plaisir que j'ai de lire. Parfois je réussis, parfois j'échoue. Et mon désir a toujours été même avant la lecture et l'écriture, c'est le désir de raconter des histoires, de mettre en place des récits. Et c'est pour ça que je suis attiré vers d'autres arts narratifs qui ne sont pas l'écriture. Je me dis toujours, si je réussis à lui faire passer le désir des histoires, il n'aura pas le choix, il devra lire. Un exemple à suivre. Donc, une question de Jean-François concernant votre ami Sayed Keshwa, qui est également un grand écrivain israélien, mais qui a choisi l'exil apparemment. Et Jean-François vous demande si vous avez toujours cette correspondance, cette relation forte entre vous, correspondance d'ailleurs qui avait fait l'objet d'une publication il y a quelques années. Donnez-nous des nouvelles de Sayed Keshwa. Oui, Sayed et moi sommes en correspondance. Il termine un doctorat, Sayed. Et oui. Et comme ça, il pourra avoir une influence supérieure sur moi en étant monsieur le docteur. Et je ne veux pas trahir quoi que ce soit d'intime, mais je voudrais dire que Sayed est une des personnes les plus israéliennes que je connaisse. Ce terme exil, il est arabe, mais il écrit en hébreu. Il pense en hébreu. Il respire en hébreu. Il est fou d'Israël. Son choix a été un choix, même si on le dit de façon personnelle, c'est venu d'une peur ou d'une crainte
personnel concernant ses enfants. Depuis que Saïd est aux États-Unis, je n'ai jamais pensé et je n'ai jamais senti qu'il était mieux aux États-Unis qu'en Israël. Et je sais qu'il meurt d'envie de rentrer en Israël. Mais c'est, si vous voulez, c'est le sacrifice des parents qui veulent donner quelque chose de mieux à ses enfants. Et pour moi, en tant qu'ami, le faire revenir, c'est essayer de le contaminer de mon optimisme. D'accord, on passe des années qui sont mauvaises. Il y a quelque chose dans l'essence de cette société, de ce peuple, de cette culture. Nous savons qu'il y a des hauts et des bas, mais l'humanité vaincra. Le côté humain de la société vaincra. En tant que quelqu'un qui est juif et qui vit à Tel Aviv, il m'est plus facile d'y croire que quelqu'un qui, à l'école, ses filles, à l'école où elles étudiaient, l'école a été brûlée par haine. Eh bien, mais moi, c'est quelque chose que je continuerai à lui dire, donner l'espoir que d'ici peu, il pourra revenir et se sentir confortable et à l'aise pour lui et pour ses enfants. Et que ses enfants auront le même avenir que les miens. Edgar Keret, dans la suite de cette question, Israël sort d'un nouveau conflit très sévère, pourrait-on dire, avec une particularité cette fois, c'est que les tensions, un terme extrêmement soft pour désigner ce qui s'est passé, les tensions ont également atteint un niveau jamais connu entre Israéliens, entre Arabes israéliens et Juifs israéliens dans certaines villes. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu en direct ces agressions d'Arabes israéliens par des Juifs extrémistes ou des jeunes Israéliens poursuivis par de jeunes Arabes israéliens? Ce que j'ai ressenti, c'est que c'était prévu. C'était prévu. Il y avait quelque chose dans ce gouvernement, le précédent. Netanyahou a fait beaucoup de bonnes choses pour le pays, mais dans ces dernières années, la doctrine du gouvernement est totalement passive. Une doctrine de réaction réactive. Des milliers de voix des membres du Parlement juif, arabes, ont dit on a des graves problèmes. Manque d'égalité avec la partie arabe de la population. Pas simplement parce qu'il n'y avait pas de police dans les villes arabes, en disant bon, après tout, c'est des Arabes qui tuent des Arabes. Non, quelque chose qui ne faisait rien pour lutter contre le côté patriarcal de cette société et la transformer en société chaotique. Un comportement vraiment des membres de la Knesset qui ne s'occupaient pas de cette partie de la population. Et des membres de la Knesset arabe ont dit, écoutez, c'est véritablement... c'est vraiment mettre le feu aux poudres, envoyer des parlementaires dans le quartier de Sheikh Jarrah, tenter de s'imposer sur un territoire où vivent des Arabes, tenter de lui donner une légitimité. Non, c'est quelque chose qui va vous exploser au visage. Vraiment, c'est quelque chose qui me déprime. J'ai publié un article dans Libération sur notre manque de capacité à apprendre du passé. Ce qui s'est passé à Gaza, il y en a déjà eu 5 précédemment. Et on s'étonne que ça arrive. Les guerres arrivent pendant des moments de paix, évidemment. Et donc, si on ne lutte pas en temps de paix, les choses vont se produire à nouveau. Il y a plus de 10 ans, j'ai rencontré Netanyahou, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps où il n'y a pas de roquettes qui tombent sur Israël? Qu'est-ce que tu fais pour faire progresser la paix entre Israël et les Arabes?
Il a répondu, je fais rien parce qu'il n'y a rien à faire. Bah, quand on fait rien, et les choses se réveillent de façon très douloureuse. Ça serait une erreur si un des côtés, peu importe si juif ou arabe, si on se dit, ben voilà, c'est comme ça. Comment se fait-il que notre voisin nous fasse des choses comme ça? Non, notre voisin ne fait pas des choses comme ça. Dans les deux camps, ce sont des minorités, des voyous. Mais il faut réfléchir, quel est le changement de société qui doit être fait, mais pas à l'avenir, mais maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour lutter contre ce genre de choses? Et il ne faut pas le faire quand on nous envoie des missiles, mais il faut le faire maintenant, demain, 24 heures sur 24. Sinon, eh bien, cette cyclicité reviendra dans 2 ou 3 ans. Eh bien, on sera à nouveau étonné de recevoir des missiles sur la tête. Alors, on va quand même garder cette idée de votre optimisme, même s'il ne s'exprime pas forcément sur cette question politique, et revenir à votre parcours d'artiste, d'écrivain. Lucia vous demande si, d'ailleurs, elle vous remercie, elle considère que cette rencontre est géniale. Je dirais que probablement qu'elle considère que vous êtes génial, mais Lucia vous demande si vous vous considérez de la même famille artistique de Woody Allen. Je dois dire que quand on écrit, les gens ont ce besoin humain de se demander à quelle famille tu appartiens. Parce qu'il y a peut-être une ressemblance. Et quand les gens le disent, quand les gens me disent ça, c'est peut-être une façon de me dire leur amour. Quand quelqu'un me dit « Ah, tu me rappelles mon frère, tu me rappelles ma femme, mon fils », c'est pour me dire quelque chose de gentil. Je pense que j'aime beaucoup l'humour de Woody Allen et de mon point de vue, il représente beaucoup l'humour juif que j'aime bien. L'utilisation de l'humour chez nous, c'est pour nous protéger des gens autour de nous. Vous savez, la blague classique, c'est de rigoler quand quelqu'un glisse sur une peau de banane ou prend une brique sur la tête. Mais l'humour juif, c'est un humour réflexif. C'est en fait une critique de soi-même, une critique de ceux qui vous sont proches. Un juif ne va pas gâcher une blague au sujet de quelqu'un dont il n'a rien à faire. La blague, eh ben, ça sera vraiment au sujet de quelqu'un qu'il aime, qui vous est proche. Donc, effectivement, je suis un peu proche de Woody Allen, mais bon, le lien familial, ben, le plus proche, je suis loin de son art et de son génie. Je suis le plus proche de Kafka. On prend la crainte, la peur, la terreur, et on réussit. On prend la peur, la misère, le sentiment d'échec, et on en tire quelque chose qui est comme de l'or, qui permet de donner du plaisir aux gens. Donc je serai toujours très heureux qu'on me compare à Woody Allen, mais mon chemin, moi, s'il y a quelqu'un qui m'est cher, c'est Kafka, et que je sens être de ma famille. Alors, concernant votre chemin, justement, une question de Philippe, sur votre style d'écriture, qui, dit-il, est considéré comme limpide, comme simple, comparé à d'autres écrivains. Et Philippe vous demande si vous travaillez consciemment ce style ou c'est totalement naturel. C'est naturel, mais c'est lié à quelque chose. C'est lié à la fonction de l'écriture dans ma vie. Beaucoup de gens écrivent pour des motifs différents. Pour moi, l'écriture, c'est ma façon d'être
honnête, trouver mon honnêteté. Chaque fois que j'écris, je découvre des choses. Bon, je peux être blasé au sujet de certaines choses, mais je cherche la vérité. La vérité, quand on réduit, c'est très très difficile de mentir, parce qu'il y a moins de phrases, on dit moins de mots. Quand on se cache moins derrière des personnages qui sont abstraits, à ce moment-là, on n'est plus contraint à une sorte d'honnêteté. Il n'y a pas où se cacher. Il n'y a pas les arbres, la forêt dans lesquels on pourrait se cacher. C'est ce qui m'amène à ça. Et moi, la légèreté de l'écriture, mon premier amour, c'était les sciences exactes, les maths. Dans les maths, il y a toujours une tendance à réduire. Il y a quelque chose, une bonne preuve, c'est la preuve la plus courte, et c'est la preuve que tout le monde peut comprendre. Ben, tout le monde sait qui est Pythagore, parce que lui, il a réussi à faire un truc, hein. Et d'autres grands mathématiciens qui ont tenté de prouver des choses beaucoup trop complexes et beaucoup trop longues n'ont pas cette même aura. Donc cette façon d'écrire de façon concentrée est liée pour moi au fait que mon grand frère s'est occupé de mathématiques. Moi, j'ai toujours aimé les maths. Et donc, voilà, on a fait un cadre esthétique pour mon écriture de ce point de vue-là. Alors, deux autres questions, Edgar Keret, et puis ensuite nous lancerons le clip de votre dernier clip en intégralité. D'abord, une remarque de Laure qui relève que votre dernier livre, enfin non, plutôt votre livre d'il y a quelques années, 7 ans de bonheur, a été traduit en persan. Et s'est répandu secrètement dans certains milieux intellectuels en Iran. Et Laure souhaite savoir si il vous semble qu'il y a eu un impact auprès de l'Iranien de la rue. Je ne sais pas, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais bon, je pense que ça a été imprimé en Afghanistan et mes livres ont été distribués de façon secrète. L'anecdote, c'est qu'il y a eu un ordre disant « Attention, c'est un livre de propagande écrit par les services de sécurité israéliens et que Edgar Keret n'existe pas. » Et que c'était simplement pour humaniser et créer de l'empathie contre l'ennemi sioniste. Mais bon, je voudrais te dire qu'il y a quelque chose qui m'émeut. Il y a des endroits où mon livre arrive, en des endroits où moi je ne peux pas aller. La Malaisie, l'Indonésie, l'Irak, où j'ai beaucoup de lecteurs. La Turquie. Et ce qui est ce qui me donne de l'émotion, c'est que sur le plan culturel et individuel, on se comprend les uns les autres. Ce qui est marrant, c'est qu'en Turquie, je suis très populaire. Et ce qui a fait ma popularité, c'est un livre, c'est La colonie. C'est un livre qui parle d'un monde à venir. Et dans ce monde à venir où on atteint qu'une fois qu'on est mort, il y a un département où il y a seulement les gens qui sont suicidés. Et il y a quelque chose qui parle beaucoup aux chiites. Et quand je suis arrivé pour mon premier événement public en Turquie, j'ai regardé par le trou du rideau et avant de monter sur scène, et j'ai vu beaucoup de gens dans la salle, beaucoup de femmes voilées et beaucoup de gens avec des barbes comme Nasrallah. Et je me dis, mais non, je ne vais pas monter sur scène, c'est une provoque. Ils vont venir pour me gueuler dessus. Et mon éditrice m'a dit, mais non, pas du tout. Ce sont vos lecteurs en Turquie. Ce sont les gens qui aiment vous lire. Dans cet endroit où moi, je suis en train de dédicacer des livres à des musulmans pratiquants et les gens comprennent que mes peurs sont
leurs peurs, mes rêves sont leurs rêves. Et donc, il y a quelque chose, moi, véritablement, bon, on me dit que je suis trop optimiste, mais non, c'est ça l'optimisme. S'il y a un problème, c'est un problème de la structure. Peut-être que ça tient, je sais pas, peut-être qu'on se téléphone et qu'on se parle et que la ligne n'est pas bonne. Peut-être que le serveur informatique, il est pas très bon mais quand on se voit en face à face, là, on se comprend. Alors, une dernière question de Catherine qui vous demande si certains auteurs jouent un rôle dans votre inspiration. Vous avez parlé de Kafka, mais peut-être y a-t-il d'autres? Et puis, pour terminer cette question, peut-être un conseil de lecture. Je vois une question ici qui dit: êtes-vous traduit en russe? La réponse est oui. Oui. Je voudrais dire que, en termes d'écriture, mon goût est extrêmement éclectique. J'aime Faulkner, Melville, Gogol, Babel. Je pense que, de mon point de vue, le monde de la littérature d'un écrivain, c'est comme un homme. Si vous me demandez qu'est-ce que je préfère, est-ce que je préfère les Hollandais qui savent faire du patin à glace ou les Français qui savent chanter le rap? Finalement, je préfère Esther Lenman. Et je ne pense pas que je pourrais la réduire à quelques critères. Non, quelqu'un m'intéresse, voilà. Un bon écrivain, c'est un écrivain qui n'a rien à voir avec le genre ou la période où il écrit. C'est le moment où il comprend la façon dont il voit le monde et le faire partager aux autres. Je suis partout. Je peux vous dire de lire Nabokov et lisez ce que vous voulez. Mais vraiment, comme en amitié, je ne peux pas vous dire qui est votre meilleur ami. Moi, j'ai des copains qui, après 5 minutes avec eux dans la pièce, vous leur casserez la chaise sur la tête. Mais non. Mais moi, je peux simplement parler de l'importance de cette valeur de l'amitié. Ce qui m'influence, oui, la littérature m'a influencé. Elle a influencé ma vie. Kafka m'a influencé, mais ma maman encore plus. Et Proust m'a influencé, mais mon petit lapin peut-être encore plus que Proust. Donc, il n'est pas exact de dire que la littérature, c'est un ensemble comment dire, que la littérature mène à la littérature. Non, la littérature, c'est un dialogue avec la vie. Et quand on écrit, quand on lit des écrivains, on apprend des choses sur la vie, mais ce n'est pas la seule façon de sentir, de partager. On s'aide de la littérature, mais ce n'est qu'un outil pour arriver à la réalité. Si maintenant il y avait, par exemple, un poisson d'or qui apparaissait ici, qui me touchait et qui me donnait les talents extraordinaires, je dirais bien, moi j'aimerais simplement être un homme un peu meilleur. Et donc, si j'étais un homme meilleur, j'écrirais peut-être un peu mieux. Alors, en tout cas, pour notre part, nous sommes un peu meilleurs après ce moment passé avec vous, Edgar Keret. Pour l'anecdote, je vais saluer Anna, qui nous dit que lors de cet échange, lors de cet entretien avec vous, elle a acheté l'audiobook de votre dernier livre en polonais, parce que c'est sa langue préférée. Et elle vous salue, et on vous salue également, Anna. Merci pour ce retour. Je vais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis de votre fidélité
et vous remercier, Edgar Keret, de cette spontanéité. Est-ce que vous me permettez de dire quelque chose avant de regarder cette vidéo? Je voudrais donner un crédit à Aryeh Rosen, qui est le conseiller culturel israélien au Japon, qui voulait faire une coopération entre les cultures israéliennes et japonaises. Donc, au-delà de cette histoire, c'était une occasion exceptionnelle pour Inbal et moi-même de collaborer avec un acteur extraordinaire japonais, avec un musicien japonais exceptionnel, et de faire cette chose que j'adore dans une œuvre, c'est créer des liens qu'on n'aurait pas pu créer autrement. Donc, merci à Aryeh. Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo, ce clip. Tout à fait. Nous allons voir maintenant Outside, que vous avez donc réalisé avec Inbal Pinto. C'est une sorte de conte pour confiner qui interroge nos vies enfermées et puis la créativité contrainte. Encore une fois, merci à vous, Edgar Keret. On va terminer avec la vidéo. Merci Esther Lenman. Merci Michel Zlotowski. Et je salue nos amis de Genève, Anita Halash et l'ambassade d'Israël en Suisse. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Merci.禁止令が解除されてから3日が経ちました。しかし、明らかに誰も家から出てこようとはしません。理由は定かではありませんが、一人きりであろうが家族とであろうが、皆家の中にとどまりたかった。私たち政府は皆さんが適用するために数日間の猶予を与えましたが、事態の好転が見込めないことが明らかになると、もはや選択の余地はありませんでした。警察や軍隊があなたの家のドアをノックし、家から出るよう命じ始めた。120日間の隔離生活の後なので、あなたが以前生活のためにどのような仕事をしていたのか、それを思い出すのは簡単なことではないかもしれないですよね。学校にいたのかな。ヤゼポッチで口ひげを生やしかけた少年が君に石を投げつけてきたこと、それはなんとなく覚えてる？
君はソーシャルワーカーだったのかな。ソーシャルワーカー？家の外の歩道に立っていると、君を外に追い立てた兵士が早く歩き始めろと指示を出してくる。だから君は歩き出す。でもどこに向かっているのかはっきりとはわからないまま、何か手がかりになるものはないかとスマホを起動し、昔の待ち合わせの約束、着信履歴、メモに残した住所だとか。通りではみんなが君を追い越していくけれど、中にはひどいパニックに襲われている人もいる。彼らもまたどこへ向かえばいいのか思い出せないままだし、思い出せたとしてもどうやって行けばいいのか、道も方法もわからないまま。ふと見ると ATM の近くに汚れた服を着た男が座っていて、その横にはブリキのコップが置いてある。こういう状況ではどう振る舞うべきなのか、それはよく覚えている。その男の前を素早く通り過ぎ、もう2日間何も食べていないんですというしわがれた声を聞くと、反対の方に目をやって目線を合わせないようにする。まるでプロみたいに。何も怖がることはない。自転車に乗るのと同じだ。全て体が勝手に覚えている。そして一人でいる間に柔らかくなった心はあっという間にまた固く戻っていく。